Enfin, ma femme, bonne à rien et sans emploi, est morte. Je peux enfin respirer. S'écria Karim, soulagé. Il rit comme un homme enfin libéré d'un fardeau. Maintenant, nous pouvons enfin être ensemble en paix, mon amour. Nous n'avons plus besoin de nous cacher, ajouta sa maîtresse. Ignorant que sa femme entendait tout, Karim et sa maîtresse célébrèrent sa mort comme une victoire. Il se tenait à son chevet, vêtu de noir, planifiant ses funérailles avec une froideur calculée. Ils étaient loin de se douter que, 28 jours plus tard, la femme qu'ils croyaient morte se relèverait, pleinement consciente, invincible et prête à se battre. Tandis qu'ils célébraient sa mort, Aïcha gisait immobile sur un lit d'hôpital étroit, enveloppé dans des draps blancs. L'air froid lui caressait la peau. Des machines l'aidaient à respirer. Les médecins l'avaient plongée dans un coma profond et avaient déclaré que ses chances de se réveiller étaient faibles. Ses proches la croyaient morte. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Aïcha avait tout entendu. Elle avait entendu le rire de son mari briser le silence de la chambre d'hôpital. Elle entendit sa maîtresse se réjouir. Elle entendit le grincement d'une chaise tandis qu'ils s'installaient confortablement près de son lit, tels des invités à une fête. Son esprit hurlait. Son corps la trahissait. Elle essaya d'ouvrir la bouche. Elle essaya de lever un doigt. Rien ne bougea. Elle était prisonnière d'elle-même. Karim s'approcha du lit et baissa les yeux vers son visage. « Alors c'est comme ça que ça se termine, » dit-il. « Toute cette cuisine, tout ce ménage, et toutes ces souffrances que tu as endurées juste pour me faire plaisir. » Il secoua lentement la tête. Elle s'épuisait à la tâche pour impressionner des gens qui ne se souciaient jamais d'elle. « Pathétique, Léla, » ajouta sa maîtresse en s'appuyant contre son épaule. Elle était toujours si désespérée, dit-elle doucement, comme si le fait d'être utile la rendait aimable. Il riait, pas assez fort, pas assez crûment pour alerter les infirmières, mais assez cruellement pour briser une âme. Aïcha se souvenait de se réveiller avant l'aube chaque jour. Elle se souvenait de se coucher après minuit. Elle se souvenait de rester debout dans la cuisine, les jambes tremblantes de fatigue. Elle se souvenait de se forcer à sourire alors que son dos la brûlait. Elle se souvenait s'être dit « Fais un effort ». Elle se souvenait de tout cela, et de bien d'autres choses encore, de ces 3 années de mariage qui ne lui avaient apporté que des exigences, des insultes et des compliments vides. À présent, elle restait immobile, les écoutant parler de sa vie comme si elle n'avait aucune importance. La mère de Karim entra dans la pièce, le visage empreint de satisfaction. « Alors voilà, » dit-elle calmement. « Je l'avais prévenue. Une femme qui en fait trop finit par oublier sa place. » Elle regarda le corps inerte d'Aïcha et claqua la langue. Tous ces efforts pour rien. « Au moins, mon fils est libre maintenant, » ajouta-t-elle. « Libre ?» Ce mot résonna dans l'esprit d'Aïcha. Libre d'elle. Libérée de la femme qui lui a tout donné. Elle n'est pas morte. Le médecin le leur avait dit plus tôt. Elle est dans le coma. Il reste une infime chance qu'elle se réveille. Karim l'interrompit. « Soyons honnêtes, docteur, » dit-il. « Elle est déjà partie. » Aïcha entendit clairement cette phrase et quelque chose en elle se brisa. Léla s'approcha du lit et ajusta la couverture. « Elle n'a plus besoin de tous ces soins, » dit-elle doucement. « Laisse la nature faire son œuvre. » Léla se pencha alors vers Karim et murmura. « Alors, quand organisons-nous les funérailles ?» Ils se tinrent à ses côtés, discutant de son enterrement. Tandis que son cœur battait encore, que son esprit était encore vif, tandis qu'elle percevait chaque mot au plus profond de son corps silencieux, Aïcha cria « Je suis là. Je vous entends. Pourquoi m'enterrez-vous alors que je suis encore vivante ?» Mais ses lèvres restèrent immobiles. Et aucun d'eux ne réalisa que la femme qu'il raillait écoutait, se souvenait et attendait. Aucun d'eux ne se doutait que dans quelques semaines, elle les ferait supplier. Le temps sembla s'arrêter pour Aïcha, mais la cruauté, elle, ne s'arrêta pas. Les jours passèrent, les matins se levèrent avec la lumière froide filtrant à travers la fenêtre de l'hôpital. La nuit tombait, apportant ombre et murmure. Aïcha demeurait immobile, immobile, durant tout ce temps. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait. Des machines respiraient pour elle. Son corps se reposait, mais son esprit ne dormait jamais. Elle écoutait. Elle écoutait les pas devant sa porte. Elle écoutait le changement d'équipe des infirmières.
Elle écoutait les médecins parler à voix basse. Et elle entendait son mari l'effacer peu à peu. Karim venait presque tous les jours. Il ne lui tenait jamais la main. Il ne prononçait jamais son nom avec amour. Il s'asseyait près du lit et se moquait d'elle. Elle n'avait aucun but. Elle n'avait pas de vie. Juste une femme au foyer inutile qui attendait qu'il prenne soin d'elle, avait-il dit un après-midi. Toujours à nettoyer, toujours à essayer d'impressionner ma famille. Léla était assise à côté de lui, les jambes croisées, calme et confiante. Elle pensait que la souffrance la rendrait précieuse, répondit Léla. Certaines femmes ne savent pas s'arrêter. Il parlait comme si Aïcha n'était plus qu'un souvenir. Aïcha avait envie de crier. Elle voulait leur dire qu'elle travaillait parce qu'elle les aimait, qu'elle se sacrifiait parce qu'elle croyait en eux. Mais sa bouche resta close, son corps silencieux. La nuit, la douleur s'intensifiait. Non pas une douleur physique, mais la douleur de savoir. Savoir que l'homme pour qui elle cuisinait chaque jour riait désormais à son chevet. Savoir que la femme qui arborait son sourire attendait sa tombe. La mère de Karim venait moins souvent, mais quand elle venait, ses paroles s'éternisaient. Elle l'a bien cherché, dit-elle froidement. Aucune femme ne devrait s'épuiser pour une famille déjà au complet. Elle se tenait au pied du lit et baissa les yeux. Tous ses efforts, et elle a échoué. Échoué. Ce mot résonna dans l'esprit d'Aïcha. Aïcha entendait des conversations qu'elle n'aurait jamais dû entendre. Combien de temps restera-t-elle ainsi? Demanda Karim à voix basse au médecin. 30 jours, répondit le médecin d'une voix calme mais ferme. Et après, insista Karim d'un ton sec, presque impatient. La famille pourra décider, dit le médecin en évitant son regard. Décider? Hurla Aïcha de toutes ses forces, mais aucun son ne sortit. Elle se mit à compter les jours dans sa tête. Chaque jour lui paraissait une éternité. Son esprit repassait en boucle des années de labeur interminable, de douleurs musculaires, de larmes silencieuses et de cette voix implacable qui exigeait « Fais plus, fais mieux ». Et puis elle se souvint de qui elle était vraiment. Avant Karim, avant le mariage, elle se souvint des réunions auxquelles elle assistait discrètement, des papiers qu'elle signait sans y prêter attention, des entreprises qu'elle avait créées en toute discrétion. Elle se souvint d'avoir choisi de se cacher. Elle voulait être aimée sans argent. À présent, alitée et impuissante à l'hôpital, elle comprit la vérité. Ils exigeaient tout d'elle, sans jamais voir la femme derrière l'œuvre. Aïcha continuait de compter les jours. Le 12e jour, l'atmosphère changea. Léla arriva, vêtue de couleurs vives, le visage rayonnant de confiance. Elle a l'air paisible, dit-elle en contemplant le corps inerte d'Aïcha, comme si elle savait que c'était fini. Karim sourit. Elle ne se réveillera pas. Il l'affirmait comme une vérité absolue. Aïcha sentit une angoisse sourde se former dans sa poitrine. Non pas de la peur, mais de la colère. Les infirmières chuchotaient, pensant être seules. On prépare déjà ses funérailles, dit l'une d'elles. C'est cruel. Une autre répondit à voix basse. Certains ne montrent d'amour que lorsqu'il y a de l'argent en jeu. Aïcha l'entendit. Elle s'y accrocha. Les jours passèrent lentement. Le 18e jour, ses pensées s'intensifièrent. Je ne mourrai pas, se répétait-elle. Je ne les laisserai pas m'enterrer. Son corps restait immobile, mais sa volonté s'aiguisait. Elle se souvenait de chaque parole cruelle, de chaque rire, de chaque complot, comme si elle était déjà partie. Chaque pensée la rendait plus forte. Ils regretteront de m'avoir cru faible. Ils verront que je suis vivante. Chaque battement de son cœur, chaque respiration superficielle était comme un petit acte de défi. Et dans ce silence, elle commença à élaborer un plan. Le 21e jour, elle bougea une seule fois. Une infirmière le remarqua et resta figée. Des médecins accoururent. Des examens furent effectués. Elle entra dans la chambre avec précaution et silence. Aïcha n'était pas encore prête à mourir. Elle devait leur montrer qui elle était vraiment. Le 24e jour, ses yeux s'ouvrirent quelques secondes. Elle les referma. Le médecin sourit. Elle revient, dit-il. Cette nuit-là, alors que la chambre était vide, Aïcha murmura au médecin, les lèvres sèches, ne leur dites rien pour l'instant. Le médecin hésita. Puis il acquiesça. Aïcha attendit. Elle entendait des rires, des projets, des convoitises.
Et tandis qu'il comptait les jours jusqu'à son enterrement, Aïcha comptait les battements de son cœur. Elle n'allait pas mourir comme il le souhaitait. Elle se préparait. Le 26e jour, Aïcha s'éveilla complètement. Le silence de la pièce lui paraissait insoutenable. Puis elle entendit le bip régulier d'une machine. Ses doigts tressaillirent. Une douleur fulgurante la traversa. Elle était vivante. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Le plafond au-dessus d'elle se brouilla puis se clarifia. Un médecin se tenait immobile à son chevet. Son visage exprima d'abord le choc, puis l'incrédulité, puis le soulagement. « Vous êtes réveillé », murmura-t-il presque pour lui-même. Aïcha tenta de parler. Ses lèvres tremblaient, sa gorge la brûlait. Elle déglutit difficilement. « Oui », murmura-t-elle. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle se souvenait de tout. Chaque mot, chaque rire, chaque fête. Elle se souvenait des paroles cruelles de son soi-disant mari. Ses doigts se crispèrent sur les draps. « S'il vous plaît, dit-elle après un long silence, ne le dites à personne. Pas mon mari. Pas sa famille. » Le médecin hésita. « Vous êtes dans le coma depuis des semaines, » dit-il doucement. « Il le pense. Je sais ce qu'il pense. » Aïcha l'interrompit d'une voix calme, sans trembler. « C'est pour ça que je vous pose la question. » Après un instant, le médecin acquiesça. Les 2 jours suivants furent longs et douloureux. Elle réapprit à s'asseoir, à se tenir debout sans s'effondrer, à marcher sans crier. La nuit, quand le silence régnait dans le service, ses souvenirs lui revenaient avec plus de force. Leurs rires, leurs projets, ses funérailles. Elle ne pleura pas. Le 28e jour, elle quitta l'hôpital discrètement, un petit sac et toutes ses forces. Elle se tint devant la maison qu'elle avait jadis servie, la maison qui l'avait usée, la maison qui l'avait brisée. Des bruits s'échappaient de l'intérieur, rires, musique, voix fortes. Son cœur battait la chamade, lourd et lent, comme si chaque battement lui rappelait tout ce qu'il lui avait volé. Des chaises remplissaient la cour. Les gens étaient vêtus de noir. Ils préparaient en réalité ses funérailles et les célébraient comme une fête. Du haut du portail, elle observait chaque étape de leur arrogance, qui la transperçait. Son soi-disant mari se déplaçait avec assurance, donnant des ordres. « Rapprochez ces chaises, dit-il. Les gens arriveront tôt. » Sa voix était empreinte de fierté. Quel soulagement! Léla circulait librement dans la maison, riant et pointant du doigt comme si elle en était la propriétaire. Aïcha avait une envie irrésistible de bouger, son esprit bouillonnant de rage. Mais elle resta immobile, silencieuse, attendant. « Ça lui aurait plu, » dit Léla d'un air désinvolte en jetant un coup d'œil autour de lui. Simple, économique, à l'image de sa vie. Ils rirent. Le rire transperça la poitrine d'Aïcha. Elle entra lentement, silencieusement. Ses pieds lui semblaient lourds, mais elle continua d'avancer. Un cri retentit. Le complexe se figea. Karim se retourna. La confusion se peignit sur son visage, puis l'incrédulité, puis une peur panique. « Comment ? Comment es-tu encore en vie ?» balbutia-t-il. « Tu es censé être mort. » Léla se figea, son rire s'éteignant dans sa gorge. La mère de Karim laissa tomber la tasse qu'elle tenait. « Tu étais parti. Tu étais enterré dans nos cœurs, » cracha-t-elle. Aïcha regarda autour d'elle, ses funérailles préparées alors que son cœur battait encore. « Tout ce que nous avons organisé pour tes funérailles est vain, » hurla Karim, les poings serrés. Le visage de sa mère se tordit de rage. Tout. Réduit à néant. Aïcha garda le silence. Son silence était plus lourd que n'importe quel cri. Il les faisait tous se recroqueviller. Léla se tourna brusquement vers Karim. « Emmenez-la d'ici. » Aïcha les regarda tous calmement. Puis sa voix devint enfin basse et assurée. « Je vous ai tous entendus. Vous pensiez que j'étais faible et perdue, mais j'ai tout vu et plus rien ne sera jamais comme avant. » Un silence de mort s'installa dans la pièce. Leur confiance s'évapora. La peur se peignit sur leurs visages. Ces mêmes visages qui, quelques instants auparavant, rayonnaient de fierté. Aïcha fouilla lentement dans son sac. Ses gestes étaient calmes, délibérés. Elle passa un coup de fil. Un seul. « On met le plan à exécution, » dit-elle d'un ton assuré, puis elle attendit.
Quelques minutes plus tard, le téléphone de Karim sonna. Il répondit d'abord nonchalamment, puis son sourire s'effaça. « Comment ça, licencié ?» s'écria-t-il. « Il doit y avoir une erreur. » Un autre appel, puis un autre. Des emails affluèrent sur son écran. Accès révoqué, contrat annulé, poste supprimé. Sa mère lui saisit le bras. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Les mains de Karim tremblaient. « J'ai été renvoyé. » Les mots résonnèrent comme un poids. Le complexe explosa. Léla se figea. Ses yeux se plissèrent. « Renvoyé » répéta-t-elle. « Comment ?» Karim se tourna lentement vers Aïcha. Sa voix baissa jusqu'à un murmure. « Que as-tu fait ? Comment as-tu fait ça ? Je ne comprends pas. » Aïcha releva la tête, le dos droit. « Tu t'es attaqué à la mauvaise personne. » Elle se redressa. Sa voix ne trembla pas. « Tu me croyais faible. Tu me croyais insignifiante, » dit-elle lentement. « C'était ta plus grande erreur. Je suis milliardaire. Je possède d'importantes entreprises à travers le Kenya, des banques, des usines, des sociétés qui décident qui mange et qui meurt de faim. » Elle fit un pas en avant. « J'ai choisi le silence. J'ai choisi une vie simple. Je voulais savoir si je serais aimée même sans rien. » Son regard se posa sur Karim. « Ce que j'y ai trouvé, c'est de la cruauté. » Elle laissa les mots résonner en elle. « Je t'ai entendu célébrer ma mort. Je t'ai entendu organiser mes funérailles. Je t'ai entendu rire alors que j'étais allongée sur un lit d'hôpital, incapable de bouger. » Sa voix se durcit. « J'ai donc décidé de te répondre correctement. » Elle souleva légèrement son téléphone. « Karim, c'est fini pour toi. Aucune entreprise sous ma direction ne t'embauchera. Aucun associé ne s'associera à toi. Aucune banque ne te fera confiance. » Elle marqua une pause. « Tu te réveilleras chaque jour en sachant que la femme que tu as enterrée vivante est celle qui t'a fermé toutes les portes. » Karim secoua violemment la tête. « Non. Non. » Aïcha ne haussa pas la voix. « Je ferai en sorte que tu regrettes chaque insulte, chaque rire, chaque seconde où tu as pensé que je n'étais pas importante. » Un silence pesant s'abattit sur eux. Les genoux de Karim fléchirent. Sa mère hurla. « Tu mens. C'est impossible. » Aïcha leva son téléphone. Des documents s'affichèrent sur l'écran. Des titres de propriété, des signatures, des preuves irréfutables. Ils se mirent à supplier. Karim s'approcha d'elle. « Je ne savais pas, » sanglota-t-il. « Pardonnez-moi, je vous en prie. » Sa mère le suivit, pleurant à chaudes larmes. « Nous avons eu tort, » implora-t-elle. « Nous ne l'avons pas fait exprès. » Léla recula lentement. Son regard passa d'Aïcha à Karim. « Alors, tu n'as plus rien. » Karim ne répondit rien. Léla laissa échapper un rire amer. « Alors, tu es fauché. » Elle prit son sac. « Je suis restée pour ton argent, » admit-elle, la voix brisée, presque en criant. « Mais maintenant, tu n'as plus rien. Plus rien. Je ne reste pas pour les hommes sans le sou. » Et elle s'éloigna. Tandis que les pas de Léla s'éloignaient, Karim se figea. Sa poitrine se serra. Ses mains tremblaient. La trahison le consumait comme un feu. Pendant tout ce temps, il avait cru tout contrôler. Et maintenant, tout s'était effondré. Il contempla le chaos ambiant, puis le regard calme et impassible d'Aïcha, et ressentit le poids écrasant de la réalité. Il avait tout perdu. Aïcha se tenait au-dessus de tout, insensible au chaos qui l'entourait. Elle ne criait pas. Elle ne pleurait pas. Son calme était pire que la colère. « Tu m'as enterrée vivante », dit-elle d'une voix basse mais assurée, chaque mot tranchant plus profondément qu'un cri. « Tu as organisé mes funérailles », poursuivit-elle. « Tu as ri pendant que mon corps gisait sur un lit d'hôpital, incapable de bouger, incapable de parler. » Son regard glissa lentement d'un visage à l'autre. Elle s'assura que chacun se sente vu. « Tu as célébré ma mort », répéta-t-elle, d'une voix plus douce cette fois. Et cette douceur pesait plus lourd que la fureur. Les genoux de Karim fléchirent. Pour la première fois, la peur le saisit véritablement. Aïcha se tourna vers la porte. « C'est fini », dit-elle, non pas comme une menace, ni comme une promesse, mais comme une décision définitive. Elle s'éloigna.
Et cette fois, personne ne la suivit. Personne ne se moqua d'elle. Personne ne rit. Seul résonna le bruit de l'effondrement de leur certitude, car la femme qu'ils avaient tenté d'enterrer n'était pas revenue pour se venger. Elle était revenue pour la vérité. Des mois plus tard, sa vie avait basculé. Karim avait tout perdu, son travail, sa réputation, ses amis. Plus aucune entreprise ne voulait de lui. Chaque porte à laquelle il frappait se fermait devant lui. Aïcha, cependant, s'était reconstruite discrètement. Ses entreprises prospéraient. Elle voyageait librement, sachant que ceux qui l'avaient jadis raillée n'avaient plus aucun pouvoir sur elle. Sa vie, autrefois cachée, suivait désormais son cours. La morale de cette histoire est que les gens révèlent leur véritable nature lorsqu'ils vous croient impuissants. Et lorsqu'ils célèbrent votre chute, ils préparent le terrain pour la leur. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour soutenir la chaîne et permettre à ces histoires d'atteindre un public plus large. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez et quel passage de l'histoire d'Aïcha vous a le plus marqué. D'autres histoires captivantes arrivent. Ne les manquez pas.